Aujourd'hui, on va voir comment fonctionnent les permissions dans Linux. Tout d'abord, je vous invite à aller consulter l'article sur Internet, donc le kit de survie numéro 1, et de le lire afin de mieux comprendre ce qu'on va voir ici dans la vidéo déjà. Et dans le cas où vous ne l'avez pas lu, ben, c'est utile de l'avoir en support à côté de vous pour vous rappeler certaines syntaxes, certains tableaux, etc., que je reprends sur le site Internet qui sont plus faciles à mémoriser. Donc ici, sans plus attendre, on va commencer par définir comment est-ce que un système Linux fonctionne au niveau des permissions. Il faut savoir que dès le départ, vous avez trois types de comptes. Donc vous avez le compte utilisateur courant qui est utilisé pour faire ce qu'on appelle les tâches courantes, donc utiliser votre système tout le temps, euh, qui n'a pas besoin d'élévation de privilèges pour administrer quoi que ce soit. Après, vous avez les comptes système. Les comptes système sont utilisés justement par le système pour accéder aux périphériques, à des services, à des sockets, à certaines choses que le système a besoin pour correctement fonctionner. Et en dernier, pardon, vous avez le compte root. Le compte root, c'est le compte super utilisateur avec lequel vous pourrez tout faire avec lui. Donc que ce soit supprimer même votre système si vous le voulez, n'importe quoi, vous aurez besoin des root. Et il faut savoir que root a toujours l'idée 0. C'est quelque chose qu'on va voir encore après, mais c'est peut-être utile déjà de vous le dire maintenant. Dans tous les systèmes, que ce soit tous les systèmes Linux en tous les cas, BSD j'ai un petit doute, mais root a toujours l'idée 0. Donc sans plus attendre, on va voir au niveau des permissions comment ça fonctionne. Donc il faut savoir que dans Linux, quand vous créez un fichier, il a ce qu'on appelle une appartenance obligatoire. Donc c'est tout le temps, il y a pas d'exception. Donc au moment de la création d'un fichier, Linux vous indique son propriétaire, son groupe propriétaire, et ici le noir, moi, bon, ce n'est pas, c'est un champ vide, hein, on est bien d'accord, mais moi je dis que c'est les autres, histoire de schématiser après comment fonctionnent les permissions. Donc que ça soit pour un fichier ou un dossier, c'est totalement pareil. Vous voyez que pour un dossier, on a aussi un propriétaire, un groupe propriétaire et un noir qui représente les autres. Alors, si donc ici, on a vu à quoi correspondaient ces champs. Donc, je répète, propriétaire, en anglais owner, le groupe propriétaire, en anglais groups, et ici, vous avez les attributs qu'on a déjà vus précédemment dans les vidéos précédentes. Alors, pour vous parler des permissions, on voit que nos permissions qui sont ici, donc vous savez très bien que le premier champ indique la nature de l'élément. Donc ici, on a un dossier, on a un petit d, un tiret pour un fichier. Donc ici, si on reprend ce groupe-là, on voit que c'est divisé en 9. Donc c'est par groupe de 3. Donc ici, le premier groupe, ici, vous voyez les trois lettres, pardon, ici, c'est pour le propriétaire. Après ce champ-ci, les trois, oh là là, je vais y arriver. Donc ces trois-ci, c'est pour le groupe. Et les trois dernières, c'est pour les autres. Donc ça définit ici les permissions qu'on a données pour le dossier. Donc ici, on comprend que le R veut dire readable, le W veut dire writable, donc qui comprend la modification, la création et la suppression. Donc c'est vraiment très important. Le W, il y a une différence à faire et on le verra quand on parlera du bit sticky, qu'il est très important le W a plusieurs significations. Et le X qui représente l'exécution. Et vous avez ça pour donc le groupe et les autres. Ici, on peut voir que je suis propriétaire. Donc si je vous montre et que je fais un whoami, je suis bien Pitback23. Et je suis donc propriétaire de ces dossiers et de ces fichiers. Donc en soi, j'ai ces privilèges-là. Donc je peux lire le fichier, pardon, écrire le fichier et l'exécuter. Donc si je teste, on va faire CD dossier 1, je peux très bien rentrer dans le dossier. Aucun problème, j'ai les droits. Ici, pour le fichier, c'est exactement la même chose. Je peux très bien lire le fichier numéro 1. Bon, il n'y a rien dans le fichier, donc il ne va rien m'afficher, mais si je vous montre, je vais vous montrer avec ici, j'ai créé un petit script pour le... Je vais lui remettre les
permissions comme elles sont à l'origine. Voilà. Donc, je vais faire un clear et je vais vous remontrer ça. Donc, on voit bien qu'ici, dans Matrix, j'ai donc les mêmes droits les mêmes droits que sur ces fichiers-là. On va voir par contre que ici, c'est un script. Donc, j'aimerais pouvoir l'exécuter, ce script. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous voyez qu'ici, même en étant propriétaire du fichier, je n'ai pas le droit d'exécution. Donc si maintenant je lance Matrix, déjà il me l'auto-complète pas, ça veut dire qu'il ne pourra pas l'exécuter. Donc ici, bon, si j'essaye, on va voir que permission non accordée. Donc ça veut dire que je ne peux pas l'exécuter. Comment est-ce que je vais rajouter l'exécution pour ce fichier-là? Alors, il faut savoir qu'il y a deux méthodes d'écrire les permissions et je vous invite vraiment là à aller voir sur le site internet. J'ai fait un tableau complet de comment est-ce qu'on écrit avec chmod les différentes façons de faire. Donc, on pourrait très bien faire un chmod et moi c'est ce que j'utilise avec les valeurs octales. Donc, sachez ici que 777 correspond à RWX, RWX, RWX. Donc ça correspond à 7. Je vais vous passer l'épisode de on soustrait les bits, on fait ci, on fait là. Sachez juste une chose, c'est que R est égal à 4, W est égal à 2 et X est égal à 1. Donc si on additionne tous ces trois, les trois là, pardon, je vais mettre un R minuscule, on arrive bien à 7. Donc ça, c'est ce qu'on représente, c'est ce que représente le chiffre 7. Donc retenez juste ça. C'est vraiment pas compliqué à retenir. Ça peut paraître compliqué, l'octal, mais personnellement, c'est beaucoup plus rapide à écrire et c'est quand même plus pratique. Même si on pourrait très bien écrire ça comme ça. Donc ici, je pourrais faire très bien un plus X sur matrix et ça fonctionnerait très bien aussi, hein. Mais ici, je vais utiliser le mode octal. Donc, j'aimerais, en étant propriétaire, que uniquement le propriétaire pourrait exécuter le fichier. Donc ici, je vais mettre un 7, je vais mettre un 4 et je vais mettre un 4. Donc ça nous donne les droits complets pour le propriétaire, la lecture pour le groupe et la lecture pour les autres. Si maintenant je fais ça, on voit bien qu'il va changer de couleur, voilà, et que maintenant il s'affiche en rouge. Et si maintenant je fais un clear, voilà, je vais l'exécuter maintenant. Et là tout de suite on avait un permission non accordé. Et voilà, ici on voit bien que ça fonctionne. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais je suis propriétaire de mon dossier, de tous mes fichiers, donc c'est pas très intéressant. Eh ben, j'ai créé plusieurs utilisateurs et ça va être l'occasion pour nous de voir un petit peu les différents fichiers qu'il y a. Donc si je vous fais un cat etc password, donc ça c'est vraiment le fichier qui contient tous les comptes utilisateurs de la machine et du système. Donc on a tous les comptes système, donc comme on l'a vu, donc on va pas avoir le fichier en détail, mais sachez juste que le premier champ représente le nom, le deuxième le mot de passe qui est mis dans un fichier à part qui est etc shadow. Ici nous avons le compte home et le shell que le compte peut utiliser. Donc on voit ici qu'on a par exemple 0 et 0 qui au fait représentent les ID. Donc les ID sont très importants parce que Linux travaille avec les ID. Donc en réalité, il ne travaille pas avec les comptes mais les ID. Et c'est très utile de les connaître, comme par exemple vous voulez monter des partages Samba par exemple, où vous devez monter avec un ID particulier. Enfin, c'est quelque chose à connaître. Donc vraiment, et la plupart du temps, on identifie un utilisateur par son ID. Donc ici, vous voyez par exemple que j'ai mes comptes utilisateurs en dessous. Donc ça, ce sont les comptes qui ont été créés après que ma distribution soit installée. Mis à part RPC et qui ont été créés par un service ensuite. Mais vous voyez que ici mes comptes utilisateurs, ils ont l'ID au-dessus de 1000. Ça c'est une convention. Donc en général, dans les distributions, c'est pas parfait partout, mais on essaye de respecter les distributions, essayent de le respecter en tous les cas. Donc tout ce qui est au-dessus
2000 sont des comptes utilisateurs, tout ce qui est en dessous sont des comptes système. Donc, mis à part le root qui restera toujours 0, ici vous voyez que par exemple news 99, UUCP 1010, donc n'oubliez pas que l'ID représente l'utilisateur et le GID, le groupe ID. Donc vous avez deux champs, hein. On va faire un LSL. Donc ici, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est, bon, moi je suis propriétaire de tous ces fichiers et je vais me loguer en LoRa et je vais essayer d'accéder un petit peu à tous les comptes, enfin tous les au dossier. J'aimerais modifier les fichiers, etc. et voir comment est-ce que ça fonctionne. Alors, je vais me loguer avec LoRa. Donc, hop, voilà. Je suis toujours dans le dossier temp, donc on va faire un petit clear, je vais faire un LSL, voilà. Donc on voit que ici, je suis logué sur le compte LoRa. Donc si maintenant j'aimerais lire le fichier, écrire dans le fichier FIC. Donc je vais utiliser Vim, je vais prendre le FIC1, voilà, et je vais écrire. Et on voit bien ici que j'ai un lecture seul. Donc ça veut dire que je ne pourrais pas écrire le fichier. Donc je peux le lire, mais je ne pourrais pas l'écrire. Donc si maintenant j'essaye d'écrire dedans, voilà, hop, j'essaye de sauver, il va me dire impossible d'ouvrir le fichier pour y écrire. Donc ce n'est pas possible. Donc je vous passe les détails de Vim, comment est-ce qu'on utilise Vim. Et ça sera une vidéo à part, mais vous voyez que je ne peux pas y accéder. Même chose par exemple avec si je voudrais exécuter mon script matrix. Si maintenant je fais matrix.sh, ici permission non accordée, je ne peux pas et c'est logique puisque ici vous voyez que pour les autres je n'ai aucune exécution. Pour mon fichier 1 où je voulais écrire, on voit bien que LoRa ne fait pas partie du groupe feedback. Donc comment est-ce qu'on peut voir que LoRa ne fait pas partie du groupe feedback? Et bien c'est très facile, vous faites, bon, ici je suis logué en LoRa, donc par exemple je fais groupe. Et ici, je vois tous les groupes auxquels j'appartiens. Et en l'occurrence, ici, j'appartiens simplement à LoRa. Donc, mon seul groupe propriétaire, c'est LoRa. Je n'appartiens à aucun autre groupe. Donc ici, ça veut dire que je n'appartiens pas au groupe Pitback 23, donc je n'ai pas accès à ces droits-là. Et je n'ai pas non plus forcément accès aux droits propriétaires, puisque je ne suis pas propriétaire du fichier. Maintenant, j'ai créé ici un fichier LoRa, et pour vous montrer que dans le thème, ça fonctionne très bien. Donc, si je fais un vim fichier, fichier LoRa, voilà, on voit bien ici que ça fonctionne. Je peux écrire, voilà, hop, je sauve, hop, et je fais un 4 fichier LoRa, et on voit bien que ça m'affiche mon fichier correctement. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais moi, j'aimerais que LoRa, elle puisse... on va mettre des droits différents. Par exemple, pour FIC1, on va rajouter les droits d'écriture pour le groupe à Pitback 23. Donc, moi, j'aimerais que LoRa puisse écrire dans le fichier Pitback, dans le fichier FIC1 qui appartient à Pitback 23. Donc, je ne veux pas changer son propriétaire, je veux juste l'intégrer dans le groupe Pitback 23. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est on va changer les droits pour FIC1. Donc, je vais quitter ma session, je vais retourner en... Hop, voilà, je vais retourner en... Donc, à chaque fois, je vous montre, hein, comme ça, voilà, je suis bien en Pitback 23, donc je suis bien propriétaire, je peux changer les droits. Donc ici, pas besoin d'être root, bien sûr, puis changer les droits, puisque je suis propriétaire. Donc ça, n'oubliez jamais, c'est que le propriétaire a le droit d'utiliser le chmod pour ses propres fichiers. Et également de changer le groupe si le groupe cible, s'il appartient au groupe cible. Donc ça, c'est aussi important de savoir, sinon il faudra faire un sudo dessus. Ou alors faire ça en route. Donc, je disais qu'on va d'abord faire un chmod pour autoriser le groupe à écrire. Donc, ici, on va faire un 6, 6. Donc, rappelez-vous, un 4 plus 2, un 4 plus 2. Et je vais laisser un 4 pour les autres. Donc, sur mon FIC 1. Voilà. Si maintenant, je remonte les droits. Ici, j'ai bien mon FIC 1 où j'ai changé mon droit et j'ai rajouté mon droit à l'écriture. Alors, ici, le souci, c'est que si je me log en LoRa, elle pourra toujours pas écrire parce qu'elle n'appartient pas au groupe Pitback 23. Alors, comment est-ce que je fais ça? C'est facile, j'ai passwordé
N'oubliez pas que tout ça, vous l'avez sur le site directement. Donc, je veux rajouter Laura au groupe feedback23. Donc, voilà. Et là, je devrais certainement utiliser sudo. Il me laissera pas. Voilà, permission denied. C'est pas grave. On va utiliser un sudo. Voilà. Je mets mon mot de passe. Voilà. Donc, on voit bien que j'ai ajouté l'utilisateur Laura au groupe feedback23. Et si maintenant je refais un ls, on voit donc que mon fichier est un L1. Je vais me loguer en Laura. Je vais mettre mon mot de passe. Et je vais cette fois-ci essayer d'écrire sur... Et si maintenant, je vais vous montrer que si je fais un groupe, je vois bien que maintenant, j'appartiens au groupe feedback23. Donc ça veut dire que je rentre dans cette catégorie-là, donc dans ces droits-là, donc je devrais pouvoir écrire sur le fichier. On va tester ça. Pic 1. Et je vois qu'ici, si je fais insertion, il me dit pas qu'il est en lecture seule, donc ça me paraît pas mal. Voilà. Hop. J'enregistre et voilà. Et si maintenant je vous fais un petit cat, hop, un petit cat de fic 1, voilà, on voit bien que ça m'a bien écrit dans le fichier. Donc ici, ce qu'on a vu, c'est comment on a vu qu'on rajoutait des utilisateurs à un groupe, c'est important. Donc moi, je conseille toujours de restreindre les droits aux autres le plus possible et de utiliser ou d'ajouter les utilisateurs dans les groupes que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout ce qui est niveau groupe, comment est-ce que ça s'utilise un petit peu? Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, pour les groupes, on va clearer l'écran. Il faut savoir que tout est stocké dans... C'est parfois compliqué, voilà. Alors, dans KTTC Group, vous avez tous les groupes de votre machine. Un petit peu comme PassWD qui contient tous les comptes utilisateurs. ETC Group contient tous les noms de groupes des utilisateurs qui sont disponibles sur votre machine. Donc ici, on voit bien que j'ai rajouté... ici, j'avais tous mes comptes. Donc vous voyez bien que ça, en général, ça a été créé avant. Ce sont les comptes, les groupes système qui sont créés à l'installation de la distribution. Et ici, ça, ce sont des groupes que j'ai rajoutés. On voit ici, encore une fois, qu'on garde cette convention d'utiliser des GID. Faites bien la différence. Et on voit bien qu'ici, on est au-dessus de 1000. Donc, en général, c'est ce qu'on rajoute après. Alors, ici, par exemple, j'ai créé un groupe utilisateur dans lequel j'aimerais mettre mes utilisateurs. J'aimerais donc mettre tous les utilisateurs auxquels j'aimerais donner des droits en donnant simplement des droits à utilisateurs. Alors, ça va être un petit peu plus facile quand on va voir ça par l'exemple. Donc, on va faire un clear. Je vais me remettre dans UMI feedback 23. Donc, voilà. Donc, lui, si je regarde dans quel groupe il est dans les groupes ici. Ce sont des groupes système. OK. Donc, lui, je vais le rajouter dans le groupe utilisateur. Donc, comment est-ce que j'ai fait? Vous l'avez déjà vu. Donc, j'ai passe WD. On va le A pour ajouter. On va ajouter feedback 23 et on va le mettre dans le groupe utilisateur avec un S. On va voir permission denied. Encore une fois, j'ai oublié le sudo. Voilà. Ok, donc on voit bien que feedback 23 a été ajouté dans le groupe utilisateur. Alors maintenant, je vais faire exactement ça pour mon compte Jésus et pour mon compte Laura. On va voir comment est-ce qu'on va faire ça. Donc ici, on va faire exactement la même chose. Alors, mon compte Jésus, on va le mettre dans l'utilisateur et on va mettre Laura dans utilisateur. Alors, je vais vous montrer vite fait que Jésus, hop, si je mets dans le groupe, vous voyez qu'il appartient maintenant, il a un groupe secondaire en plus qui est utilisateur, il est bien ajouté. Alors, si je vous montre donc ici dans Pitback, j'avais bien mis groups. Attendez, on va faire clear. Si je vous montre dans Pitback ici, il appartient bien à utilisateur. Et si je fais un SU Laura et que je fais Laura,
on voit bien que Laura appartient au groupe utilisateur. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça maintenant? C'est parce que vous voyez que les groupes peuvent vraiment servir à mettre des permissions assez facilement à plusieurs utilisateurs en même temps sans devoir définir des permissions pour chaque utilisateur de manière individuelle. Donc ça, c'est vraiment un avantage des groupes et c'est à ça que servent les groupes. Donc il faut vraiment que si maintenant, bon, si vous avez qu'un seul compte, les groupes n'ont pas beaucoup d'intérêt. Mais si vous avez plusieurs utilisateurs pour lesquels vous voulez mettre des permissions, il est vraiment important de faire des groupes utilisateurs. Donc ici, je me remets en compte feedback. On va revoir les permissions à chaque fois, ce sera plus facile. Donc ici, je vais d'abord faire un petit clear de l'écran. LSL, voilà. Je me remets dans mon répertoire thème. LSL. Ok. Alors ici maintenant, on va prendre un répertoire au hasard et je vais définir, on va changer le groupe propriétaire de mon dossier. Donc ici, je vais vous montrer que ce qu'on va d'abord faire, donc toujours, j'aimerais que pour les utilisateurs du groupe, ils aient accès à l'écriture dans le dossier. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Ben maintenant, vous l'avez vu, je fais d'abord un chmod 77 et on va mettre le 5, voilà, donc sur mon dossier 1. Ici, si je vous montre, on voit que les droits ont bien été changés et il n'y a que pour les autres qu'il n'y a pas le droit à l'écriture dans le dossier. Donc on voit qu'ici, au fait, ça appartient toujours à Pitback23. Comment est-ce qu'on change ça? Alors, moi j'aimerais que mon groupe ici devienne utilisateur puisque j'ai ajouté un groupe utilisateur où j'ai rajouté tous mes utilisateurs dans ce groupe utilisateur et j'aimerais définir donc ici cette permission pour mon groupe d'utilisateurs. Alors, ici on va utiliser shown ici en mettant le deux points parce que normalement devant ici et vous allez écrire le groupe derrière. Donc ici c'est mon groupe utilisateur, vous allez écrire derrière parce que normalement shown permet de définir un propriétaire et un groupe. Et donc, si dans le cas où, par exemple, je voudrais mettre ce répertoire ici en feedback 23, je pourrais très bien écrire ça comme ça. Et je fais ici, ça n'a pas d'intérêt puisque le propriétaire est déjà feedback 23, donc vous pouvez très bien l'écrire simplement comme ça. Vous avez aussi la commande change group, comme ici sur internet, elle a une syntaxe exactement pareille, j'ai pas trouvé de différence, moi j'ai l'habitude avec Shown, si vous préférez utiliser change group, c'est à votre convenance. Donc ici, si je fais shown et je valide, donc ici, n'oubliez pas, vu que je suis propriétaire du dossier, j'ai le droit de changer les permissions. Donc si maintenant je refais un LSL, on voit bien que le groupe a changé et que c'est devenu en utilisateur. Et ce qui va me permettre d'avoir ce dossier inscriptible pour tous les utilisateurs en même temps que j'ai défini. Je vais me mettre en LoRa. Voilà, je vais aller dans le CD dossier 1 et je vais faire un fichier écrit LoRa fichier. Et vous voyez que j'ai bien le droit d'écrire et que le fichier appartient bien à LoRa. Même chose si maintenant je vais sur Jésus, voilà, et que je fais touch fichier Jésus. Voilà. Vous voyez bien que le fichier peut être créé dans le répertoire et qu'il appartient bien à Jésus avec son groupe Jésus. Donc voilà comment est-ce qu'on utilise les groupes pour les autorisations sur les fichiers, les dossiers. Donc ce que je vous montre ici, c'est vraiment valable pour les fichiers également, hein. Ça n'a vraiment aucune importance. On peut très bien mettre des autorisations de groupe sur des fichiers. Enfin voilà, ça n'a aucune importance. Alors, on va voir maintenant un autre exemple. Donc, si par exemple, ici, j'ai créé un dossier LoRa, ici, qui appartient à LoRa. Je suis Pitback23. Donc, on voit bien que logiquement, je n'appartiens pas au groupe LoRa et je ne suis pas propriétaire non plus. Donc, je tomberai dans les droits des autres. Donc, on va rentrer dans le dossier. Euh, euh, dossier LoRa, voilà. Ici, je vais lister ce qu'il y a. Et on voit bien que j'ai fait ici deux fichiers et je rentre dans le cas des autres. Donc, comme pour le dossier, je ne suis ni dans le groupe et ni propriétaire. Donc, si maintenant je fais un vim sur le fichier LoRa 1, on va voir si je peux écrire dedans.
Voilà. Et on voit bien ici, l'option Read Only est activée. Est-ce que je peux l'enregistrer? Non, impossible d'ouvrir le fichier pour y écrire. Donc, je ne peux pas y accéder. Donc, ici, hop, voilà. Donc, je vais retourner dans CD, hop, temp directement. Voilà, LSL. Et voilà comment est-ce que fonctionnent les permissions. Je peux faire exactement à chaque fois la même chose pour l'exécution, pour les groupes, pour juste les autres, etc. Il n'y a vraiment pas de limite. Donc là maintenant vous avez vraiment compris le principe. Euh, donc ce qui est important de savoir, c'est comment est-ce qu'on change les permissions. Donc c'est avec chmod. Donc, je vais faire un clear, donc je reprends, donc c'est toujours chmod. Les permissions, ici cette tête ne mettez jamais ça pour un fichier, jamais, jamais, jamais. Et après le fichier en question, en .fic. Voilà, par exemple, ça c'est à retenir. Sachez également que vous pouvez, par exemple, si vous aimez vraiment les valeurs symboliques, mettre par exemple pour l'utilisateur les valeurs RWX. Vous pouvez retenir ça aussi parce qu'on va les voir avec les ACL, parce que les ACL n'existaient pas en mode octal, donc on est obligé de les écrire de manière symbolique, donc il est intéressant de les voir aussi. Vous pouvez très bien écrire ça comme ça. Donc ici, ça correspond à l'utilisateur. Donc si je vous montre, ça veut dire que voilà, dossier, on va prendre quelque chose qui m'appartient, voilà, Pitback 23. Ici, je suis en RW, je voudrais mettre le X en plus. Eh bien, je pourrais très bien mettre soit je fais un chmod u plus x. Donc ici, je rajoute l'exécution pour l'utilisateur. Mais on pourrait très bien faire. Donc vous voyez que ça fonctionne aussi. Si je vous montre sur FIC 10, voilà, donc je fais ça. Si je vous fais un LSL, vous voyez bien que maintenant sur FIC 10, j'ai rajouté l'exécution. Si je veux l'enlever, ben, au lieu de mettre plus, hop, vous mettez moins. Ça fonctionne aussi. Si je fais un LSL, vous voyez que ça l'a enlevé. Je peux aussi faire un chmod ici où je marque pour l'utilisateur qui est égal à RWX sur FIC 10. Donc ça veut dire que je donne les droits. Je peux l'écrire comme ça. Si je vous montre, ici on a bien les permissions pour en exécution en plus pour le fichier 10. Je réfléchis s'il y a quelque chose que j'aurais oublié pour les permissions standards. Je pense qu'on a vu les propriétaires, comment changer le propriétaire, comment ajouter des utilisateurs à des groupes. On a vu le TC Pass WD, le TC Group. Je pense que à ce niveau-là, on a certainement tout vu. Alors j'aimerais maintenant voir un petit cas de figure avec vous. Dans le cas où on va changer les permissions pour les autres. Et on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des dossiers pour vous montrer un petit peu à quel point c'est différent d'un fichier. Alors, ici donc, si maintenant j'enlève l'exécution, voyons voir ce qui se passe si j'enlève l'exécution sur mon dossier. Donc ici, on voit bien que Pitback peut, donc je fais un chmod 7, donc j'ai dit enlever l'exécution, donc 754 sur le dossier 1. On change, on regarde les permissions. Donc ici, mon dossier 1 a bien été enlevé de l'exécution. Je vais me loguer un autre utilisateur et je vais voir ce qui se passe si je fais un ls. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a une erreur. Donc ça veut dire que on voit bien que j'ai un petit problème de permission, mais on voit qu'il me liste bien les fichiers. Donc si on peut faire un truc plus propre, si on ferait ça par exemple, hop, ici en dev. Ici, je vois bien qu'il m'affiche les fichiers. Donc ça veut dire que apparemment, je pourrais y rentrer puisqu'il me les liste. Mais pas vraiment. Parce que si maintenant je fais un CD dossier 1, je veux rentrer, permission non accordée. Donc c'est problématique, mais je vois qu'il y a ces fichiers-là. Qu'est-ce qui se passe si j'appelle directement ces fichiers-là? Donc ici, je vais par exemple essayer de modifier le fichier matrix. Donc ici, on est dans dossier 1 et dans le fichier matrix. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il me dit
permission refusée. Donc ici, je ne pourrais pas avoir les permissions d'exécuter le fichier. Je ne sais rien faire, il est vide, pourtant il y a normalement quelque chose d'écrit, je ne peux pas le lire non plus. Donc ici, ça ne fonctionne pas. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe si je vais clear tout ça. On reprend ça. Le dossier 1, ici, je vais enlever mon droit de lecture, mais je vais mettre le droit d'exécution. Donc, on va voir, ça me fait un chmod 751 en dossier 1. Voilà. Ici, je me remets dans mon autre compte Jésus. Voilà, on va clearer, on va ls. Donc ici, on voit toujours que l'exécution est mise. Qu'est-ce qui se passe si je veux rentrer dans le dossier? Donc dossier 1, ici, je peux rentrer. Qu'est-ce qui se passe si je veux lister le dossier? ls, ben, ça ne fonctionnera pas. Donc ici, on voit bien qu'avec la lecture en moins dans un dossier, je n'ai aucun moyen de lire le fichier. Mais, il y a un mais. Je sais très bien qu'il y a un fichier matrix dedans. Donc qu'est-ce qui se passe si j'exécute le fichier? Matrix.sh. On va me dire permission non accordée. Alors, ici, donc, pourquoi? Parce que ici, je n'ai pas les permissions sur le fichier même. Mais je vais vous montrer que si on change ça, attendez, donc ici, je rentre dans le dossier 1. J'ai donc mon matrix.sh et je vais mettre le droit d'exécution pour tout le monde. Donc, je vais faire un chmod plus X sur matrix. Voilà, si je fais un LSL, on voit bien que l'exécution est partout. Ok? Donc maintenant, je refais un petit clear, je fais un LSL et je vais me loguer en Jésus. Hop, Jésus, on voit bien que je suis dans le dossier 1. Si je fais un ls, toujours permission non accordée. Mais si je fais un matrix.sh, vous voyez que ça fonctionne. Donc c'est parfois problématique. Donc c'est là où vous voyez la différence avec un fichier. C'est que on a le droit d'exécuter ce qui se trouve dans un dossier, même si vous n'avez pas les permissions de lecture dans le dossier. Donc il faut vraiment faire toujours très attention quand vous mettez un exécutable dans un répertoire, puisque si on connaît le chemin du répertoire, on ne peut pas le lister. Donc ici, on a bien une permission d'accorder, mais si je sais qu'il existe, je peux très bien l'exécuter. Donc si maintenant même je ne suis pas dans le répertoire dossier et que je veux exécuter, je vais faire dossier 1. Attendez, je vais clear un petit peu tout ça. Voilà. Donc je vais rentrer dans le dossier 1. Oui, voilà. Hop. Et je vais faire un matrix.sh et vous verrez que ça fonctionne très bien. Donc le danger, il est là, c'est que si on connaît les chemins exacts, ça peut être très dangereux. Et donc méfiez-vous toujours des droits d'exécution que vous mettez sur les fichiers, c'est très important. Alors on va voir maintenant les droits spéciaux. Les droits spéciaux que sont le SUID, SGID et le BitSticky. Alors, on va d'abord voir à quoi sert le SUID. Le SUID permet pour un fichier, et d'ailleurs un SUID ne se met jamais sur un dossier, il permet pour un fichier exécutable d'être exécuté par un utilisateur, mais avec les droits du propriétaire. Donc ici, je vais vous montrer ça par un exemple, ce sera plus facile à comprendre pour vous. Mais on va d'abord tester quelque chose. Donc ici, je voudrais vous montrer que, comme on a vu précédemment, dans PassWD, on a les utilisateurs. Ici, le 2 points, c'est un séparateur de champs. Et dans les différents champs, bon, on les a expliqués, ici le bash, ici le home, soit. Le deuxième champ, c'est le mot de passe. On voit ici qu'il est représenté par un X. Donc ce mot de passe n'est pas le mot de passe, bien sûr. Il a été déporté depuis qu'avant, enfin autrefois c'était présent ici, les mots de passe chiffrés en MD5. Le MD5 a été largement cassé, on va dire. On est passé au SHA-256 et SHA-512. Et ce fichier password a été déporté dans un autre fichier. Donc les mots de passe sont stockés dans un autre fichier. Ce fichier, c'est
cat etc shadow. Mais problème, on a une permission non accordée, donc en tant qu'utilisateur, on ne peut pas lire ce fichier. C'est tout à fait normal, donc c'est un comportement tout à fait normal, mais comment est-ce que je fais pour modifier mon mot de passe? Puisque apparemment, je ne peux pas écrire dans ce fichier, il faut être root pour écrire dans ce fichier. Donc je vous montre, hein, si je me mets en route, voilà, si je fais un cat etc shadow, ça fonctionne très très bien. Donc ici, je vais exit, je vais clear et ça fonctionne. Maintenant, on sait tous que la commande passwd permet de changer mon mot de passe. Mais ça veut dire que vu que je suis utilisateur et que j'utilise la commande passwd, comment est-ce que passwd peut écrire dans le fichier des mots de passe si moi-même je n'ai pas accès? Eh bien tout simplement parce que le SUID est mis sur cette commande passwd. Et nous allons voir directement. Donc si je regarde où se trouve la commande, oui, pas très malin ça, passwd, elle est dans userbin passwd. Si je fais un stat sur userbin passwd, ici on voit bien que on a nos trois groupes de permissions. On a ici le 755 et il y a ici le 4 qu'on ne connaît pas, qui permet de définir justement le SUID. Et ici, vous le voyez dans les permissions. Donc le SEID se met toujours sur le propriétaire, bien sûr, puisque c'est une élévation des permissions par le propriétaire du fichier. Donc ici, on voit bien que si maintenant je fais un... Donc ici, vous avez donc le SUID d'activer. Si je vais dans cd user bin, voilà, que je fais un LSL et que je fais un grep passwd. Alors ici, on voit que mon grep, mon passwd appartient à root. Donc, ce qui voudra dire avec le SUID activé, c'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir passer la commande et au moment où la commande sera lancée, elle sera lancée avec le propriétaire root. Ce qui permettra de valider mon mot de passe et de l'écrire dans le fichier etc shadow. Par root, donc. On va tester ça. Si je fais passwd, voilà, et que je suis, donc je vous montre bien, je suis un Womai, pitback23, je fais un passwd. Voilà, donc mon mot de passe a bien été changé, et donc on voit bien qu'il a bien écrit mon mot de passe dans le fichier etc shadow. Et pourquoi? Parce que grâce au SUID, la commande passwd, qui permet de changer le mot de passe de l'utilisateur, s'est exécutée en route, sans que j'ai eu besoin de me loguer en route. C'est pourquoi il faut faire très attention avec le SUID et ne pas mettre cette autorisation sur des fichiers ou sur des exécutables qui n'ont pas été prévus pour fonctionner avec le SUID, puisque c'est très dangereux. Nous allons voir maintenant le SGID, qui est une permission qui se met non sur un exécutable, mais sur un dossier. Donc ici, je vais me remettre dans mon répertoire Home, dans mon répertoire temp, on LSL. Ici, j'ai créé un dossier SGID et je vais d'ailleurs remettre mon utilisateur ici à shown feedback. Donc ici, je vais rechanger ça à feedback23. Voilà, donc c'est le SGID. On change ça et alors ici vous voyez que je l'ai déjà activé, mais on va le désactiver comme ça on le fera ensemble. Donc chez moi S, voilà. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donc enlevé le SGID sur le dossier. Comment est-ce qu'on va l'activer? Alors comme dans la dernière commande, on va clearer. Hop. Je vais vous montrer avec la commande stat comment est-ce que ça fonctionne. Alors ici, dans la commande stat, on voit bien que ma permission est mise à 0,755 comme je l'ai défini avec mon chmod. On voit ici l'UID de l'utilisateur. Enfin, ici, la commande stat est vraiment très importante et
essayez d'utiliser le plus possible parce qu'elle est vraiment très 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 complète. Alors ici, on voit que c'est un répertoire, on voit les permissions qui sont mises dessus, on voit le propriétaire et on voit le groupe propriétaire. On avait vu que pour mettre les permissions avec chmod, on utilisait toujours un set. Il y a cette permission en plus, donc c'est un octet sur 4 chiffres. Et pour activer le SGID, c'est le numéro 4. Pour activer le SGID, c'est le numéro 2. Et celui qu'on verra après, pour activer le BitSeeki, c'est le numéro 1. Ici, nous allons utiliser le 2. Et nous allons mettre les SGID sur mon répertoire. Alors, ici, on voit que le SGID avec le S est activé. Je peux le faire, bien sûr, avec la commande stat. Et on voit bien ici que je suis en 2755. Donc, ça veut dire que le SGID a été activé et que on voit ici qu'il est bien activé. À quoi sert le SGID sur mon répertoire? Donc j'ai bien mon répertoire SGID et à quoi ça va servir? Eh bien tout simplement, ça va servir à que tout ce qui sera créé dans le répertoire, ici SGID, appartiendra obligatoirement à ce groupe. Donc que ça soit un utilisateur ou n'importe quoi, ça appartiendra d'office à ce groupe utilisateur. On teste si c'est bien activé, c'est bien activé. Je vais maintenant changer le groupe propriétaire puisque j'aimerais qu'il soit différent de Pitback. Donc pour ça, c'est utilisateur. Voilà. Sur le SGID, opération non permise, on va changer ça. Je fais un sudo. Voilà. Si maintenant je fais un LSL, ok, on voit bien que ça a changé. Donc qu'est-ce qui se passe si je me mets dans le répertoire et que je crée maintenant un répertoire feedback 23 dossier 2. Voilà. Je vais faire un LSL. Qu'est-ce qui se passe? Mon dossier que je viens de créer, il appartient automatiquement à l'utilisateur du groupe. Donc il fait partie du groupe propriétaire utilisateur maintenant. Et ça sera valable pour tous les fichiers que je crée à l'intérieur. Donc si maintenant je fais un fichier 6, on voit bien que malgré que je suis Pitback, que je fais partie du groupe Pitback 23, ici, que mon groupe primaire fait partie du groupe Pitback 23, on voit bien que automatiquement mon fichier 6 appartient à l'utilisateur. Voilà à quoi sert le SGID. Donc il peut très bien servir, et c'est souvent le cas dans un partage NFS, quand NFS monte son dossier, il met un GID au groupe propriétaire primaire de l'utilisateur qui se connecte. Alors donc voyons les avantages de mettre le SGID sur un dossier. Donc si je reviens sur mon dossier, on voit bien maintenant que le SGID est activé, que mon groupe est utilisateur. Et comme nous avons mis auparavant nos utilisateurs Jésus dans le groupe utilisateur, si maintenant je me log, je pourrais écrire et ils appartiendront, tous les fichiers que j'ai créés appartiendront d'office aux utilisateurs. Donc c'est très pratique puisque ici, si je me log, voilà, que je vais dans SGID, que je suis là, que je fais un touch fichier Jésus 2, je vois que je peux l'écrire bien sûr, puisque j'appartiens au groupe utilisateur. Si je fais un LSL, je vois bien que mes fichiers n'appartiennent pas à Jésus, mais directement à Jésus utilisateur, ce qui fait que directement, mes fichiers pourront ici être lus. Et si je lance par LoRa, donc si par exemple je vais sur SU LoRa, je vais sur LoRa. Ici, dans le SGID, j'avais dit quoi? Je veux lire le fichier Jésus. Donc, je fais un cat fichier Jésus2 et je peux lire le fichier.
fichier. Si je veux le modifier, par contre, ici, on voit que les droits ne sont pas autorisés, mais vous voyez bien que grâce au SGID, mon fichier créé appartient bien au groupe utilisateur. On va maintenant s'intéresser au bitsticky. Donc le bitsticky, ça permet de faire la distinction entre la création, la modification et la suppression, donc de la permission writable. Donc on va voir ça ici ensemble. Donc si maintenant je vais dans mon dossier temp, je vais vous montrer que ici j'ai activé le bitsticky. Donc pour activer le bitsticky, vous pouvez soit utiliser chmod avec le 1000 devant et donner 777. Ici je prends vraiment la permission qui est normalement accordée à un dossier avec le bitsticky d'activer, parce que normalement c'est un dossier public, c'est à ça que ça sert, qui empêche la suppression des fichiers autres que le propriétaire. Donc ici, pour ce genre de dossier, on peut mettre une permission vraiment full 777, et donc ici pour ajouter le bitsticky, il suffit d'être propriétaire du répertoire, d'ajouter le 1 et d'activer le bitsticky. On peut aussi l'activer avec le O plus T, ou pour le désactiver, bien sûr, le O moins T. Donc ça, c'est pour l'activation du bitsticky. J'ai déjà gagné du temps, je l'ai fait. On va voir tout de suite ce que j'ai créé ici dans le dossier. Voilà, donc ici on voit bien que j'ai mes permissions full, donc même les autres ont tous les droits, donc c'est vraiment des permissions ultra open, donc c'est vraiment un truc que je vous déconseille de faire partout largement, mais dans un dossier contenant le bitsticky, ça a tout son sens puisque comme je vous ai dit, il est voué à être un dossier public. Donc ici pour vous schématiser un petit peu tout ça, on a vu que ça permettait donc de continuer la création, la modification, mais d'empêcher la suppression des fichiers. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le bit collant, puisqu'il empêchera la suppression des fichiers autres que par son propriétaire. Donc voyons ça ici. Donc ici je suis en pitback, je vais me loguer en LoRa. Donc voilà, je me log. Je LSL encore tout ça, c'est exactement la même chose. On voit bien qu'ici avec la coloration syntaxique, on voit que tout est ouvert. Donc quand c'est en vert, c'est que tout est open. Et ici, je vais modifier donc le fichier de pitback. Donc on voit bien que même avec les droits standards, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Donc si je modifie FIG1, voilà, et je suis LoRa 2 et je vais rajouter un OK derrière, on enregistre, c'est OK. Si maintenant je me log avec l'utilisateur Jésus, ici, donc je me log, voilà. Si je fais la même chose sur FIG1, donc qui ne m'appartient pas, donc je peux rentrer et on va rajouter OK. Et là où est l'intérêt du bitsticky, c'est vous voyez qu'on a toutes les permissions sur les fichiers, mais il sera impossible, par exemple, pour Jésus de supprimer le fichier de pitback, même si il a les droits d'écriture dessus. Donc on va tester. Si je fais un rm pic1, on voit bien que l'opération est non permise. Donc malgré que j'ai les permissions, je ne peux pas le supprimer. Donc ici, je vais faire exactement la même chose avec LoRa. Donc pour vous montrer, donc ici, on voit bien que je suis logué en LoRa. Si maintenant j'essaye de supprimer le fichier de pitback en faisant un rm fic1, eh ben, je ne pourrai pas le supprimer. Voilà exactement à quoi sert le bit collant sur un dossier. Donc on va voir maintenant la commande umask. Donc l'umask permet d'appliquer des permissions par défaut à la création d'un fichier ou d'un dossier. Donc on a vu que par défaut dans Linux, la création d'un fichier avait la permission 666 et la permission d'un dossier 777. On voit bien que ici, si je crée un fichier, donc si par exemple je fais un LSL, pardon, et que je fais un fichier touch fichier umask, voilà, et je vais faire un mkdir umask, pareil. Donc si je fais un LSL, on voit bien que par défaut, ici, ça correspond à une permission 644.
et que ici mon dossier correspond pas à 777 mais à 755. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'UMASC. Donc si maintenant je vous affiche l'UMASC de manière octale, voilà ce qui est appliqué à la création des dossiers. Donc c'est ce que donnera la création d'un dossier par exemple en partant de 777. Si maintenant on affiche l'UMASC comme ça, on voit qu'il est à 0022. Ça veut dire qu'il va enlever pour un fichier le bit de écriture, donc le numéro 2. Donc si on était en 666, cela devient 644. Et pareil, si pour mon dossier c'était 777, on m'enlève un masque à 222, donc ça devient 755 et c'est bien les permissions que j'ai ici. C'est quelque chose que vous pouvez modifier, mais gardez toujours à l'esprit que il ne faut pas mettre un UMask à 0. Avoir des permissions 777 sur un dossier est dangereux, je veux dire, c'est pas souhaitable. Et une permission 666 sur un fichier ne l'est pas non plus. Donc par défaut, comme je vous expliquais, l'exécution sur un fichier est d'office pas actif sur un fichier dans Linux. On va voir maintenant les commandes pour ajouter des groupes et détruire des groupes et modifier des groupes. Donc c'est vraiment très simple comme commande. Donc pour ajouter un groupe add et le nom du groupe que vous voulez. Donc Laurent 3. Je suis pas très inspiré, donc on va ajouter. Si maintenant je fais un 4 etc groupe, on voit bien que Laurent 3 a été ajouté. On peut également à la création spécifier l'option G pour lui donner un GID défini. Donc c'est possible de le mettre à 2300 par exemple. Si maintenant je crée un autre groupe, vous verrez qu'il a le GID créé à 2300. Si maintenant je veux modifier le nom d'un groupe, il y a la commande group mode qui permet, attendez je vais clearer comme ça sera plus facile. Voilà, et je vais utiliser group mode, le nom du groupe bien sûr, donc Laurent 3, et j'aimerais le renommer en Dupont. Voilà, si je fais ça, que je vous montre le fichier etc group, on voit bien que Laurent 3 a été renommé en Dupont. Si maintenant je veux supprimer un groupe d'L, facile, le nom du groupe. Et voilà. Alors nous allons voir maintenant comment ajouter des utilisateurs, pardon, comment modifier les paramètres de l'utilisateur, comment lui définir un mot de passe et comment supprimer un utilisateur. Alors le plus simple pour ajouter un utilisateur, c'est d'utiliser la commande add_user. Add_user, vous l'utilisez avec simplement le nom du compte, donc Toto par exemple, ou Toto, voilà, c'est très bien. Donc on va voir ce que cela donne. Donc ici, on voit que interactivement, il ajoute l'utilisateur Toto et vous dit exactement ce qu'il fait. C'est ce qu'on appelle vraiment une commande interactive et il vous demande en même temps le mot de passe et on verra que c'est pas toujours le cas avec l'autre commande user_add où vous devrez le faire manuellement. Donc sachez que add_user n'est qu'un script vers user_add mais qui permet une interactivité et c'est en soi juste un petit peu plus facile. Donc ici, je mets un mot de passe. Voilà. Ici, il me demande des informations et je confirme. Alors, ici, on peut voir dans notre fichier qui contient les utilisateurs. Donc, je vais n'afficher que les 5 derniers pour ne pas me polluer. Donc, on voit bien que l'utilisateur a été créé, que son home est HomeToto et que son shell est un binbash. C'est là que on va voir l'autre commande où on va créer un utilisateur Laurent, mais en n'utilisant pas add_user, mais en utilisant user_add. Alors, en utilisant user_add, ici, vous devrez spécifier des paramètres. Je vous invite à voir la commande man de user_add qui vous recense tout ce qu'il est possible de faire et mettre comme option dans la ligne de commande. Je vais vous montrer vraiment les plus courantes. Donc, quand on ajoute un utilisateur, c'est user_add, le nom de l'utilisateur. On va prendre par exemple ici Geoffrey. J'aimerais lui dire, je lui dis de me créer un répertoire home.
Ici, je vais spécifier parce que j'aimerais qu'il soit dans var, cette fois-ci, Geoffrey. Et ici, j'aimerais lui spécifier un shell en lui disant, par défaut, ça sera binbash, bien sûr, mais on va lui spécifier quand même que je veux utiliser sh, par exemple. Donc ici, j'ai ce qu'il faut pour créer un utilisateur, je vais le créer. Donc, si maintenant je vais dans cat etc, je refais ma commande, pardon, je vais réutiliser ici, voilà, on voit bien que l'utilisateur Geoffrey a été créé, que mon home est dans var Geoffrey et que mon shell est bin sh. Le souci ici, c'est que vous constatez que comparé à AdUser, il ne m'a pas demandé de mot de passe. Donc on sait que sur un compte Linux, il faut être logué avec un mot de passe pour s'authentifier. Alors ici, il faudra manuellement avec UserAd appeler passwd pour définir votre mot de passe. Donc ici, je vais définir un mot de passe pour Geoffrey. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, c'est fait. Et donc à partir de maintenant, je pourrai me loguer et mon compte sera actif. Alors ici, on va se dire, oui, c'est très bien, mais moi, je veux modifier le shell de Geoffrey, par exemple, ou de quelqu'un d'autre. Donc ici, vous avez la commande usermod qui a sensiblement les mêmes options que UserAdd et vous pouvez modifier les paramètres de l'utilisateur directement. Donc si par exemple, j'aimerais que Geoffrey, son répertoire home change et qu'il soit dans home Geoffrey, ben, ça sera possible en faisant ceci. Donc ici maintenant, je veux lui dire d'utiliser bin ZSH, c'est possible aussi. Donc ici, on a modifié les choses. Si maintenant je vous remontre, ici, on voit bien que ça a été modifié. Donc mon répertoire home est dans home Geoffrey, son shell a bien changé et tout est parfait. Donc, il y a beaucoup d'options avec User Mode, vous pouvez un petit peu les parcourir, notamment changer l'UID, changer le GID, enfin, vraiment d'autres choses, mettre des commentaires, changer le mail, enfin, soit vraiment énormément de choses. Ça, je vous invite vraiment à voir le man parce que ça n'a aucun intérêt de parcourir toutes les options d'une commande comme ça. Vous avez les plus courantes ici qu'on utilise, donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux supprimer un utilisateur? Eh ben, vous avez simplement la commande userdel. Userdel s'utilise facilement. Userdel, le nom du compte. Donc, par exemple, ici, je veux supprimer Geoffrey. Vous avez l'option R, l'option F. Donc, l'option F est utilisée quand, si jamais le compte ou des fichiers sont utilisés par l'utilisateur, il forcera la suppression. Et ici, l'option R permet de supprimer son répertoire home en même temps. Donc ici, je vais utiliser cette commande. On va valider. Voilà, on voit bien que ici, il ne m'a pas trouvé un varmail Geoffrey. Et ici, le home Geoffrey n'avait pas été créé. Donc ça, très important aussi. Quand vous, ici, créez, modifiez ici, prenez garde que le dossier existe déjà. J'aimerais voir avec vous la commande newgroup, qui n'est pas une commande très connue, avec, en relation avec gpasswd. Alors, on a bien vu que comme pour ajouter un utilisateur à un groupe, on utilise la commande gpasswd-a, soyez bien sûr superutilisateur, donc sudo si vous êtes en utilisateur normal, sinon vous le faites en route. Ici, à utilisateur user group. Donc ça s'utilise comme ça. Si vous voulez supprimer, vous mettez D et c'est exactement la même chose. Ça, c'est une utilisation de gpasswd. Gpasswd permet aussi d'introduire un mot de passe pour un groupe existant. Donc j'insiste sur le fait que le groupe doit exister. Donc on va le créer ensemble. Si maintenant je voudrais créer un groupe finance, donc ici je vais faire un sbin add group finance. Voilà, donc mon groupe mon groupe finance a bien été créé. Si je regarde dans mon groupe ici, je vois que finance a bien été créé. Et je peux maintenant définir un mot de passe pour mon nouveau groupe. Donc ici, je vais faire un gpasswd sur finance. Ici, je vais mettre un mot de passe. Donc ici, voilà, finance. Et à quoi ça va me servir? Alors, ici, on peut remarquer que mon groupe primaire qui est ici
et Pitback23. Ça, ce sont mes groupes secondaires auxquels j'appartiens, qui sont dans ma liste des groupes. Ce que ça va permettre, c'est le temps d'une session avec le mot de passe du groupe, que ce groupe devienne mon groupe primaire pour la session. On va faire le test. Si je fais maintenant New Group et que je fais Finance, il va me demander mon mot de passe pour le groupe. Donc nous l'avons défini juste avant. Voilà. Et on peut remarquer maintenant que mon groupe primaire est passé à Finance. Donc ça permet de manière, le temps d'une session, donc on peut le regarder. Si maintenant je fais un exit, que je me reconnecte, on voit bien que mon groupe primaire est redevenu en Pitback23. Voilà. On va parler maintenant des ACL, qui est au fait une extension des permissions standards de Linux. Donc, les ACL, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, si maintenant j'ai ici fait avec en avance, ici j'ai créé un répertoire ACL. Déjà, vous voyez qu'il y a des ACL de définis. Pourquoi? Parce que vous remarquez qu'il y a ici un petit plus. Le petit plus veut dire que les ACL sont actifs sur l'élément. Ici, c'est un dossier, donc on a déjà des ACL définis sur mon répertoire. Si maintenant je rentre dans le répertoire et que je fais un LSL, on va voir que ici, j'ai certains fichiers où les ACL ne sont pas actifs et ici où les ACL sont actifs. Il faut savoir que si maintenant vous créez un fichier dans un répertoire qui ne contient pas d'ACL et puis que vous mettez les ACL sur le répertoire, ça ne sera pas directement, les fichiers ne vont pas directement se transformer en extension, en permission étendue. Donc il va falloir le préciser avec, comme d'habitude, l'option de récursivité de set FACL. Alors, ici, donc, on voit qu'on a nos ACL actifs sur les fichiers. Tout d'abord, allons voir comment est-ce on regarde si les règles ACL. Alors, ici, nous avons la commande getFACL qui permet d'aller interroger les règles de permission étendue. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici donc le fichier qui est ici un dossier qui est repris ici. On a ici le propriétaire, le groupe et les autres. Et ici, le défaut, et on y reviendra par la suite. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que les ACL ne sont qu'une extension des droits existants. Donc ici, quand je vois ici, ceci, il n'y a pas vraiment de règles étendues définies, mis à part celles par défaut ici, qu'on verra, qui ne se mettent que sur les répertoires et qui sont utilisées pour donner des règles de création de répertoires et de fichiers. Si maintenant, on va remettre tout ça à zéro et on va faire ça ensemble. Donc je vais faire un set FACL, donc toutes les commandes vous pouvez retrouver sur l'article. Donc pour enlever les ACL CB, voilà, et on peut même utiliser l'option R pour la récursivité, ça enlèvera tous les ACL, y compris ceux qui sont définis à l'intérieur. Ici, si on regarde et si on refait un get FACL sur mon répertoire ACL, on voit ici qu'on a les permissions standards. Donc le default a disparu et on a maintenant les règles tout à fait normales qui sont le user, le groupe et loader. Alors ici, comme vous pouvez le voir, ces règles, elles sont exactement les mêmes que si on définissait ici un LSL et qu'on regardait ici ces règles. Dans quel cas de figure est-ce que j'aurais besoin des ACL? Alors, dans le cas de figure, par exemple, où je voudrais que ce répertoire soit, je vais vous donner un exemple, si on fait un chmod 444 sur les ACL. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai mon répertoire. Ici, si je refais un LSL, j'ai un répertoire où la lecture est autorisée pour tout le monde. Mais c'est tout.
Je voudrais garder ces permissions-là, mais que pour un utilisateur en particulier, il y ait des droits RWX, par exemple. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien là, il va falloir utiliser une ACL. Pourquoi? Parce que si maintenant je fais un chmod et que j'utilise ici j'augmente ce privilège-là, ça sera pour l'utilisateur feedback et je n'ai aucun moyen de définir précisément pour quel utilisateur est-ce que je veux définir ces droits. C'est là que les ACL vont vraiment rentrer en jeu. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est on va rentrer dans le répertoire. Forcément, je vais remettre les chmod pour pouvoir rentrer dedans tranquillement. Ici, si maintenant je fais un LSL, ici j'ai mes... Je vais rentrer dedans, pardon. Je fais un LSL. Je vais y arriver. Voilà, ici. Alors, nous avons ici nos fichiers et je vais faire ceci sur un fichier. Donc ici, même chose, j'ai le droit RW sur le fichier FIC. Je voudrais qu'un utilisateur maintenant, qu'on l'appellera PP, qui ne fait pas partie du groupe feedback, bien sûr, ait full autorisation sur ce fichier. Comment est-ce que je vais définir ça? Eh bien, c'est là que on va noter FACL, on va faire M pour modifier. Ici, on va taper le U pour l'utilisateur. Je vais mettre un 2 points. Quel utilisateur? Ici, je vais prendre PP2, par exemple. Si je vais lui mettre les autorisations, ici, on les note toujours en symbolique. C'est pour ça que je vous dis, en octal, on ne sait pas le faire. Donc, ça sera en symbolique. Je vais lui mettre un RWX pour PP2. Et ici, je valide le fichier. Donc ici, pour FIC. Si je valide, ici, je refais un get FACL sur mon FIC. Et on voit bien ici que j'ai ici une règle qui a été définie. Et c'est ce qu'on appelle une règle étendue, cette fois-ci. Celle-là étant toujours des permissions, on est bien d'accord, standard. Et il y a une règle ici en plus que vous voyez, c'est le masque. Et on va y revenir tout de suite. Donc ici, je vois bien que normalement, avec mon utilisateur PP2, j'aurai le droit de tout faire dans le fichier, donc par rapport à ici. Alors, voyons ça ici, je vais me loguer en PP2, donc je vais faire SU PP2, je vais taper mon mot de passe, voilà, je suis dans les ACL. Je vais utiliser ici, je vais essayer de éditer mon fichier, que je ne pourrais pas faire autrement. Alors ici, j'ai Vim, je vais taper vimfic, voilà. Et on va voir que je peux très bien taper mes commandes et enregistrer le fichier. Donc j'ai tous les droits. On va maintenant enlever la règle FIC pour vous montrer. Donc ici, je vais exit. Je vais faire un ls. OK. Et je vais ici directement faire un getFACL pour vous montrer sur le FIC. Donc toujours ici pp2 en RWX ou pardon, 7 FACL, pardon, bfic, voilà. Ici, je refais un get FACL sur mon FIC et je vois que la règle a disparu et qu'on s'est remis en règle standard. Qu'est-ce qui se passe si la règle standard est mise? Donc, on va recommencer. Je vais me loguer en pp2. Donc ici, pp2, voilà. Je vais refaire un ls pour voir le truc. Et ici, je vois que mon FIC1, je ne peux plus l'éditer, normal. Si je fais ça, il est en lecture seule. Ici, on voit bien que je ne peux pas l'enregistrer. Voilà, donc c'est ce qui vous montre comment on définit des règles ACL pour un utilisateur et c'est à ça que ça sert. Ça marche pour le groupe, ça marche pour les autres, même si les autres, normalement avec les règles standards, vous devriez savoir le faire. Vous n'avez pas besoin vraiment d'y toucher dans les ACL. Les ACL sont utilisés pour définir les droits d'un utilisateur précis et d'un groupe précis, pas des autres. Ça n'a aucun sens. Ici, vous voyez le masque. Alors, à quoi sert le masque? Bon, ici, évidemment, on n'a qu'une seule règle. Mais je pourrais, par exemple, on va en définir plusieurs avec vous. Donc, si je fais un set FACL sur M utilisateur, par exemple, Laura qui existe sur ma machine. Je vais lui mettre les droits RWX aussi. Je vais mettre sur le FIC. OK.
Ça c'est bon, je valide. Ah oui, je suis logué en... Je vais faire tout ça. Ici, voilà, je vais faire un setFACL. Donc n'oubliez pas que pour définir des règles, soit vous êtes sudo, soit vous êtes propriétaire à la base du fichier. Donc très important. Ici, vous devez être owner du dossier ou du fichier. Alors, on recommence. SetFACL, ici U, sur l'utilisateur Laura. Ici, je mets mes règles. Je mets le FIC. Ok. Cette FACL, je me suis trompé quelque quoi? RWX, FIC. Bien sûr, j'ai oublié le M, voilà, pour modifier. Voilà. Ici, et je vais refaire un dernier, cette FACL, avec notre utilisateur qu'on a déjà utilisé tout le long de ces tutos, qui est Jésus sur FIC. Voilà. Alors, ici, vous remarquez que si je fais un get FACL, get FACL sur le fichier FIC. Ici, voilà, on a vraiment plusieurs utilisateurs définis. Et si maintenant, qu'est-ce qui arrive si, en fait, je m'aperçois que je ne veux pas enlever toutes les FACL, mais que je veux restreindre temporairement, puisqu'il y a un problème avec le fichier, les droits des utilisateurs. Eh bien, c'est là qu'on va utiliser le masque. Et comment est-ce qu'on définit le masque? Donc, si maintenant, vous voyez bien ici que j'ai tous les droits. Donc, on va définir un masque restrictif. Donc, ici, on a un masque maximum. Donc, c'est la valeur maximale les utilisateurs peuvent, où les utilisateurs peuvent avoir les droits. Donc, ça veut dire que, par exemple, ici, ils ont les droits maximaux. Le masque est maximal. Ça veut dire qu'ils pourront utiliser les droits maximaux. Si maintenant je définis le masque, ici, on définit le masque avec la valeur M. Donc, ici, on va mettre un masque non pas pour un utilisateur, mais pour tous. Et je vais le mettre ici à juste le read sur le fichier FIC. On va faire ceci et on va regarder le masque. Sur FIC, voilà. Vous voyez que tous mes utilisateurs qui avaient tous les droits, donc si par exemple Jésus, lui, il devrait avoir tous les droits sur FIC, eh ben, de manière effective, grâce au masque, en un coup, ils ont été réduits aux permissions read. Donc ça veut dire que Pépé, logiquement, même s'il a tous les droits maintenant, ne devrait plus savoir écrire, il devrait uniquement savoir le lire. Si maintenant on regarde ça, donc je vais me loguer en PP, PP2, voilà, PP2, voilà. Si je veux modifier le fichier FIC, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je ne pourrai pas et vous voyez déjà que le fichier est en lecture seule. Pourtant, je suis bien en règle RWX, mais les règles effectives, grâce au masque, ont été définies à read. Ça vous permet, donc vous voyez que ça ne fonctionne pas, hein, et je pourrais faire ça avec tous les utilisateurs ici listés, vous voyez bien qu'ils sont tous en read effective. Si maintenant je mets un masque encore plus restrictif, donc ici on va retourner en arrière, on va se déloguer, je vais remettre un masque vraiment encore plus restrictif. Vous pouvez rien mettre ou mettre des tirets, moi je mets des tirets, histoire que vous voyez qu'il y a toujours une règle de 3 dessus et définir 3 choses. Donc ici, voilà. Et maintenant, si je fais un get FACL sur le masque, sur le fichier FIC, vous voyez que le masque est là. Et donc en effectif, ici, tous mes utilisateurs qui avaient full droit ont temporairement, effectivement, plus aucun droit. Donc je ne pourrais même plus lire le fichier. Donc si on regarde maintenant ce que ça donne, si j'éclaire mon écran ici, histoire d'être un petit peu plus propre, je vais faire un cat FIC en étant logué sur l'utilisateur PP et logiquement, voilà, permission non accordée. Donc si je refais un get FACL sur mon fichier FIC, on voit bien ici que mon effectif a été totalement réduit. Donc c'est vraiment très très important de voir que tout le masque permet de restreindre très vite des accès aux utilisateurs, même si vous leur avez mis les pleins droits. Donc voilà à quoi sert le masque. Donc ici, je l'ai fait la même chose avec les utilisateurs, mais vous pouvez très bien, par exemple, on a un groupe utilisateur ici, donc je vais me remettre ici, vous pouvez très bien définir des ACL pour le groupe. Donc ici, par exemple, pour le groupe, vous mettrez G, vous mettrez ça ici, le nom du groupe, par exemple, utilisateur, puisque nous on a un groupe utilisateur. Ici, je vais mettre les droits. Moi, j'aimerais que ces utilisateurs dans ce groupe aient tous les droits.
Si je mets par exemple sur le FIC2, je sais même pas s'il existe, mais oui, je pense, voilà. Donc c'est juste, on va définir cet ACL. Si je fais un get FACL sur mon FIC2, on voit bien qu'ici, pour le groupe utilisateur, il y a tous les droits. Donc ça, vous pouvez vraiment le faire pour absolument tout. Il n'y a pas de limite selon le nombre d'utilisateurs que vous avez, de quelle stratégie vous avez. Mais si vraiment vous voulez affiner vos réglages, vous pouvez le faire donc avec les ACL en étant beaucoup plus précis qu'avec les permissions standards. Alors maintenant qu'on a vu ça sur les fichiers, on va voir un petit peu comment ça se passe avec les dossiers. Donc si on revient en arrière, on va faire un get FACL ici sur mon dossier. Voilà, et ici on voit qu'on n'a pas de ACL défini dessus. Moi j'aimerais en définir une. Donc on va définir une ACL sur le dossier qui est exactement ce qui se définit d'exactement la même façon. Donc sur mon dossier, mis à part que ici je vais utiliser D pour mettre cette règle également par défaut. Donc ici maintenant pour mes utilisateurs, moi j'aimerais que le maximal soit RWX. Donc ici c'est tous les utilisateurs. On est bien d'accord puisque je n'en définis pas. Pour mon groupe, j'aimerais qu'il y ait juste le RW et pas l'exécution. Donc ici, même chose pour tous les groupes. Donc ici, on part vraiment par défaut. Ici, on veut par exemple accorder juste le RW, pardon. Ici, on va mettre les autres en mettant par exemple juste le R ici sur le répertoire ACL et on va voir ce qui se passe. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans le répertoire. Et ici, on peut voir que donc les règles ont bien changé. Ici, par défaut, pour le user, ça sera ici RWX. Ça, pour le groupe, ça sera RW. Et pour les autres, ça sera R. Le défaut que vous voyez là, c'est exactement la même chose. Simplement que, comme il se répercute sur un dossier, tout ce qui sera créé dans le répertoire ACL prendra ses permissions avec un comportement ACL. En n'oubliant pas que de règles dans Linux et de base, et ça c'est implémenté, la création de fichiers démarre à 666 et la création des dossiers à 777. N'oubliez jamais ça, vous auriez un résultat différent de ce que vous recherchez. Donc vraiment, c'est important. Sachez que sur un fichier, on n'ajoute pas l'exécution. Linux ne l'ajoute pas par défaut, même si vous lui demandez l'exécution. Il en est de même pour un répertoire. Ça sera toujours du 755 maximum. N'oubliez pas que le masque est d'application. Donc ça, vraiment, c'est d'abord les permissions standards, puis les permissions étendues. Et c'est même chose quand vous définissez des ACL. On utilise les permissions standards et on termine et on étend vers les permissions étendues. Donc c'est simplement ce à quoi sert ici la valeur default. Et vous avez aussi la possibilité de définir un masque par défaut. Donc ici on va modifier et on va mettre que le masque, par exemple, par défaut, sera du RW. Par exemple, sur le répertoire ACL. Ici, on voit bien que si on refait un get FACL sur le répertoire, voilà, ici, on a bien un masque par défaut qui sera égal à RW, pardon. Donc vous voyez, les ACL, c'est pas très très compliqué. Il y a plein de cas de figure, on peut pas tout voir ici, bien sûr. Je vais pas faire une vidéo de 3 heures en vous montrant que on peut mettre chaque utilisateur dans chaque groupe, définir des permissions précises pour chaque groupe, de manière aussi précise que possible. Enfin, je veux dire, il y a tellement de possibilités que je pourrais pas tout vous montrer, mais vraiment, quand vous avez compris le principe, c'est vraiment très facile d'utiliser les ACL. Vous avez vu comment est-ce qu'on les écrit, comment est-ce qu'on les supprime. Donc si maintenant je vous remonte, mais si je veux supprimer totalement les ACL, je fais un R ici pour le récursif, un B, et je fais dans mon répertoire ACL, ça aura pour but d'effacer toute cette FA, oui, FACL, pardon.
Ça aura pour but d'effacer réellement tout, absolument tout, parce que si maintenant je fais un get facl, oh, je suis fatigué d'écrire cette commande, je pense. Voilà, on voit bien qu'ici tout est rentré par défaut et les ACL ont disparu. Et si vous regardez bien dans le dossier également, si on regarde, tous les plus ont disparu, il n'y a plus de permission étendue. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne les ACL. Dans bien des cas, vous n'en aurez pas besoin, mais c'est vraiment utile de connaître. Et si vous avez vraiment des répertoires où vous avez besoin de peaufiner vos réglages et vos permissions, c'est vraiment utile de connaître les ACL. Voilà.